Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Monaco se joint à l'appel de la communauté internationale. Hier, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, a dévoilé son plan de solidarité pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Le ministre d'État a apporté plus de détails aujourd'hui dans les colonnes de Monaco Matin. Nous y revenons dans quelques instants. Puis nous recevrons Marina Cessac, haut-commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation. Elle nous parlera du rôle et des missions de cette entité publique et indépendante. Crise sanitaire, crise humanitaire ou encore réchauffement climatique, ces thèmes d'actualité ont été abordés dans l'hémicycle du Conseil économique, social et environnemental. Nous y étions. Il est à la tête de Maya Collection qui comprend notamment le Maya B, le Maya Ja, deux enseignes bien connues à Monaco. L'une d'entre elles va s'exporter à Dubaï. Richard Maria nous dévoilera les ambitions du groupe. Et puis Jean-Luc Lemoine était à l'affiche des Sérénissimes de l'humour hier soir pour présenter son tout dernier spectacle, Brut. Nous l'avons rencontré. L'actualité est dominée ce soir une nouvelle fois par la guerre en Ukraine. Comme l'a précisé hier le prince souverain dans son allocution, 3 millions d'Ukrainiens ont dû quitter leur pays et beaucoup d'autres cherchent encore à fuir. Bonsoir Frédéric Hélion, vous avez des précisions à nous apporter concernant le dispositif mis en place à Monaco. Bonsoir Émilie, effectivement, dans une allocution diffusée sur notre chaîne, le prince Albert II a affirmé souhaiter que la principauté prenne toute sa part dans l'effort extraordinaire de solidarité internationale. Le souverain ajoute « Nous participerons donc à cet élan, à notre mesure et avec les moyens qui sont les nôtres ». Dans une interview accordée à nos confrères de Monaco Matin, le ministre d'État Pierre Dartout détaille les mesures prises par la principauté avec la mise en place d'une cellule interministérielle pour coordonner l'aide gouvernementale avec le soutien de la Croix-Rouge monégasque. Le gouvernement a également débloqué une aide humanitaire d'urgence de 150 000 € à l'initiative de la ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei. Des précisions également concernant l'accueil et la scolarisation, Frédéric. Les personnes exilées recevront des titres de séjour provisoires, renouvelés autant de fois que nécessaire. Chaque famille pourra bénéficier d'une aide financière de 15 € par jour et par personne, avec des tickets services pour pouvoir acheter de quoi se nourrir. Des places seront libérées pour accueillir les enfants dans des écoles avec des stages d'adaptation et des cours de français. Une cellule de soutien psychologique sera mise en place, ainsi qu'une autre pour favoriser la recherche d'emploi. Enfin, la principauté, qui a un problème de capacité et de volume d'accueil, va travailler en étroite collaboration avec la préfecture des Alpes-Maritimes pour trouver des solutions de logement. La compagnie des ballets de Monte-Carlo vient en aide également aux victimes du conflit, un conflit qu'elle condamne fermement. Jean-Christophe Maillot, le directeur des ballets de Monte-Carlo, a informé Vladimir Ourine, directeur du Bolchoï, qu'il suspendait les droits de présentation de son ballet à la Mégère apprivoisée. Les danseurs et membres des ballets ont aussi offert de la nourriture, des produits d'hygiène pour bébés et des médicaments qui ont été acheminés à la frontière ukrainienne. Un jeune danseur ukrainien de 15 ans a été accueilli au sein de la compagnie après avoir fui son pays. Et enfin, l'intégralité de la recette de la première Deuil pour œil sera reversée à la Croix-Rouge. Le spectacle aura lieu le 28 avril au Grimaldi Forum. Merci Frédéric. Parlons à présent de cette entité publique et indépendante. Le Haut-Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation a été créé en 2013. Après 8 ans de mandat, Anne Eastwood vient de passer le relais à Marina Cessac, anciennement inspecteur général de l'administration. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Marina Cessac. Bonsoir. Pouvez-vous tout d'abord nous rappeler le rôle du Haut-Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation ? Le rôle du Haut-Commissariat et de manière générale de contribuer au respect de l'état de droit en principauté. D'abord en jouant un rôle de médiateur entre les administrés et les personnes à Monaco qui pourraient avoir des difficultés dans le cadre de procédures administratives. Mais également un rôle de défenseur des droits et notamment en matière de lutte contre les discriminations.
Également un rôle en lien avec les autres institutions de la principauté pour participer notamment à l'élaboration de textes de loi ou de la mise en œuvre de certaines politiques. Et enfin, au plan international, de participer aux travaux des instances internationales qui rassemblent les médiateurs et les défenseurs des droits, notamment au niveau méditerranéen, francophone et européen. Il n'a pas pour valeur d'être un tribunal, hein. C'est un mode alternatif pour régler des conflits. Hein. Voilà, nous ne sommes pas une juridiction, hein, nous ne rendons pas des décisions de justice, mais nous pouvons jouer un rôle de médiateur et nous pouvons également, lorsque c'est nécessaire, adresser des recommandations. Et globalement, vous arrivez à résoudre ces problématiques ? Oui, il y a un taux de résolution, il y a une centaine de saisines par an. Plus de la moitié des réponses donnent lieu à un traitement complet et on peut dire que la totalité des réponses des saisines donne lieu à au moins une information de la personne sur la façon de résoudre sa difficulté. Et le nombre de difficultés qui ne sont pas du tout résolues au total est très faible. Et il y a des domaines prépondérants dans les saisines ? Oui, il y a certains domaines qui sont fréquents. Alors les plus fréquents sont l'emploi, le logement, le séjour, mais il y a aussi des saisines en matière de santé ou de détention. Voilà, il y a aucun domaine qui est écrasant par rapport aux autres. Tout le monde peut avoir recours au commissariat ? Tout le monde peut avoir recours. Alors nous sommes incompétents dans le cas où une procédure judiciaire est en cours dans l'affaire concernée, ou bien si ça concerne des questions de fonctionnaires ou d'agents publics employés par l'État. Dans ce cas-là, il existe des procédures autres au sein de l'administration. Voilà. Et aujourd'hui, Marina Cessac, quel est votre objectif, vos ambitions en tant que haut-commissaire ? L'ambition, c'est d'abord de garder l'élan qui avait été donné par Annie Stoud et qui a débouché sur des résultats très, très marquants et exemplaires. Ensuite, je pense qu'il faut conforter les moyens dont dispose le Haut-Commissariat. Et puis, la troisième chose, ça serait de favoriser l'émergence de synergies entre notre institution et les autres institutions et la société civile de la principauté, d'autant que nous constatons que les objectifs poursuivis in fine sont fréquemment les mêmes, mais le but poursuivi est toujours de satisfaire les administrés, les résidents et le tout au bénéfice de l'intérêt général de la principauté. Oui, j'imagine que votre expérience et votre riche carrière, dont notamment celle à la Cour supérieure d'arbitrage des conflits collectifs du travail, va sûrement vous servir pour vos nouvelles responsabilités. Merci infiniment, Marina Cessac, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Nous parlions en début de journal de la crise humanitaire. Elle a été évoquée également au Conseil économique, social et environnemental, tout comme la crise sanitaire ou encore le réchauffement climatique. Des thèmes d'actualité abordés à l'occasion de la visite du ministre d'État dans les locaux du CESE. Pierre Dartout a présenté le plan d'action gouvernementale aux membres de cette institution. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Bonilla et Thomas Deus. La dernière visite d'un ministre d'État au CESE remonte à 2015, il y a 7 ans. Pierre Dartout a présenté jeudi en fin d'après-midi les priorités du gouvernement pour l'année 2022. Une présentation du plan d'action sur fond de guerre en Ukraine à seulement 3 heures d'ici, après plus de 2 ans de crise sanitaire. Le ministre d'État a précisé que Monaco travaille constamment dans le domaine de l'attractivité du pays. Il a rappelé que la principauté est une voie importante à l'international en ce qui concerne l'environnement. Pierre Dartout a également souligné que Monaco est un pôle économique et un bassin d'emploi très important pour les Alpes-Maritimes. Je souhaitais avoir une collaboration efficace avec le CESE parce qu'il représente l'ensemble des professions, à la fois les syndicats, les salariés et le patronat et les chefs d'entreprise, également l'ensemble des secteurs d'activité, des associations. Et c'est toujours très utile pour nous d'avoir
les propositions, les avis de cet organisme qui a une composition extrêmement diversifiée. Le Conseil économique, social et environnemental existe depuis 1945. Il est composé de 36 membres. Un tiers représente les salariés, un tiers le patronat et un tiers le gouvernement. Le CESE transmet régulièrement à l'État des vœux sur des problèmes, entre autres sociaux, financiers, touristiques, commerciaux ou encore par exemple environnementaux. En faisant un historique sur tous les vœux qui ont été votés depuis l'origine, en fait, on se rend compte que la plupart des vœux sont aujourd'hui mis en application. On rassemble des personnes qui sont le terrain de la principauté, qui sont dans la vie économique. Donc les vœux qui sont formulés par notre assemblée, souvent, sont des vœux de bon sens. Et quand il y a des propositions de bon sens, le gouvernement choisit de les mettre en application. La présentation du ministre d'État suivie de questions-réponses a duré près de 2 heures. Pierre Dartout a précisé qu'il souhaitait dans l'avenir se retrouver à nouveau devant les membres du Conseil économique, social et environnemental. La transition numérique poursuit son chemin. La direction du travail vient de mettre en place un outil permettant de faciliter la prise de rendez-vous. Ce téléservice est simple, fonctionnel et offre la possibilité d'obtenir rapidement un entretien. Les détails de Magali Imperti, directeur adjoint du travail, au micro de Julia Vial. Nous avons mis en place avec la direction des services numériques un nouvel outil de prise de rendez-vous en ligne pour nos usagers. Donc cet outil s'adresse aussi bien aux demandeurs d'emploi qu'aux salariés et aux employeurs monégasques. Cet outil de prise de rendez-vous permet donc à nos usagers d'aller sur une plateforme, de prendre un rendez-vous en ligne et de choisir entre soit un rendez-vous physique, donc ils peuvent venir directement dans les locaux de la direction du travail, mais ils peuvent également choisir un rendez-vous par visioconférence, donc de façon dématérialisée ou même par téléphone. Ce qui est important pour la direction du travail, c'est cette proximité avec nos usagers et c'est un pas de plus finalement vers cette proximité. C'est un pas vers la modernisation du fonctionnement de la direction du travail, puisque les gens n'ont plus besoin de téléphoner ou d'attendre que la ligne soit disponible, puisque nous avons quand même beaucoup d'appels. Donc depuis chez soi ou depuis un smartphone, on peut directement prendre rendez-vous sans forcément perdre de temps au téléphone. Voilà pour ce nouveau téléservice proposé par la direction du travail. Football à présent, pas de miracle pour l'AS Monaco en Europa League. L'aventure se termine aux portes des quarts de finale, Frédéric Elion. Après leur défaite 2-0 au match aller au Portugal, les Monégasques devaient l'emporter de plus de 2 buts hier soir au Stade Louis II pour espérer se qualifier pour les quarts de finale de Ligue Europa. Les joueurs de Philippe Clément n'ont jamais réussi à emballer la rencontre et encaissent un but dès la 19e minute. Monaco a manqué de créativité dans les 30 derniers mètres adverses. L'égalisation de Dissassi en toute fin de match de la tête sur corner est anecdotique. Un partout, Monaco est éliminé. Quand tu veux faire la remontada, tu dois marquer d'abord ou vite. Nous n'avons pas fait ça. Après le 0-1, le niveau est tombé avec des hauts et des bas, avec des occasions, mais pas des buts. Après le but d'Axel, tu vois quelques minutes plus d'énergie. Après, ça a tombé. Ce sont des leçons pour des jeunes joueurs. Et la fin de saison monégasque ne sera donc plus rythmée que par le championnat. L'ASM, 8e avec 41 points, possède 6 longueurs de retard sur la 5e place et 9 sur le podium. Oui, on précise que malgré une saison en demi-teinte, les Monégasques Aurélien Tchouaméni et Wissam Ben Yedder ont été sélectionnés par Didier Deschamps pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Sofiane Diop et Benoît Badiachil ont eux été aussi convoqués avec les espoirs. Mayabé, Mayadja, 2 restaurants que vous connaissez peut-être en principauté, 2 enseignes monégasques qui font le bonheur de leurs fondateurs, si bien que leur succès amène l'un des 2 restaurants à exporter son savoir-faire. Comment expliquer cette success story? C'est la question que nous avons posée au directeur de Maya Collection. Bonsoir Richard Maria. Bonsoir Émilie. Maya Collection, c'est une grande histoire qui a débuté il y a 15 ans maintenant à Monaco, mais aussi en France. Tout à fait. Nous avons les établissements à Monaco que vous connaissez, Mayabé, Mayadja, Mayamia. Nous nous sommes étendus à la montagne avec le refuge de l'Atrée, qui est un refuge très particulier, un véritable cocon. Et le dernier né est le Maya Altitude, qui est un restaurant d'altitude situé à 2300 mètres d'altitude. Comment vous est venue l'idée d'apporter ces nouvelles atmosphères en principauté ?
Oh là, c'est toute une histoire qui a débuté il y a 15 ans. Elle est née d'une passion du propriétaire qui a souhaité amener en principauté un nouvel élan gastronomique qui a commencé avec le japonais et le thaï au mayabé. D'ailleurs, le mayabé, comme vous venez de dire, à 15 ans, nous allons fêter au mois de mai le 1 000e couvert. Ensuite, de cette passion est arrivé le Mayadja, un très joli restaurant méditerranéen et oriental où Mustapha œuvre magnifiquement avec les épices. Et ensuite, il y a eu le Maya Mia en principauté, restaurant trattoria italienne. Vous vous attendiez à un tel succès de ces 3 enseignes? Pourquoi le concept plaît autant selon vous? Alors, en fait, tout est dans le détail. En fait, nous apportons une attention particulière sur chaque détail. C'est notre quotidien. Ensuite, il y a un lien historique qui s'est fait avec le mayabé. Ça fait 15 ans que ça dure. Et finalement, ce sont les clients qui sont venus vers nous en nous disant « Le mayabé est fantastique. Pourquoi vous ne feriez pas autre chose ?» Et ensuite, pourquoi la montagne? C'est parce que la passion de la montagne du propriétaire était là, une véritable envie de pouvoir se développer dans un havre de paix. Le refuge de la Trée est né, c'est un endroit magique. D'ailleurs, le chef, si vous allez y résider ou y loger, le chef vous demandera au quotidien ce que vous voulez manger en fonction de vos envies, en fonction de vos goûts. Et voilà, donc ça, c'est une passion qui est liée, j'allais dire, entre mer et montagne. Tout avance magnifiquement dans une très belle atmosphère. Puis il y a le dépaysement également, hein, Richard Maria. Complètement, tout à fait. Le dépaysement dans tous nos restaurants, la décoration qui a été faite par Sylvestre Morigneux est magnifiquement faite. L'objectif, c'est de se dépayser à la fois dans le décor, à la fois dans l'assiette. Gustativement, on essaye de créer une émotion lorsque vous venez dans un établissement. Créer une émotion, c'est quoi? C'est au toucher, au regard, gustativement, olfactivement parlant, on cherche une émotion, on cherche à créer quelque chose de différent. Et maintenant, votre savoir-faire, vous décidez de le développer à l'international? Là, c'est dans la même lignée. En fait, les clients nous ont sollicités pour ouvrir d'autres établissements. Et bien là, ce sont les clients qui nous ont sollicités pour ouvrir des établissements à l'étranger. Dubaï, c'est une très belle destination, tout le monde y est. On fait partie des marques en principauté que je ne citerai pas, mais qui nous développons à l'étranger parce qu'il y a un véritable savoir-faire en principauté. Et là, on ouvre 700 mètres carrés au Jumeirah Al Nassen, une capacité de 600 couverts par jour, au pied du lagon des Tortues. C'est un véritable... c'est notre première franchise. Il y en a d'autres qui arrivent derrière. Il y a une réelle volonté de se développer à l'étranger. Et la crise sanitaire ne vous a pas freiné dans tout ce développement? Non, la crise sanitaire a eu un impact bien évidemment comme tout le monde, mais nous avons créé de nouveaux produits. On parle du Maya Delivery. En fait, aujourd'hui, vous pouvez commander toute la nourriture des différents établissements de la principauté. On vous livre. Donc ça a été développé grâce à la crise sanitaire. Et les modes de consommation ont un petit peu évolué, mais il y a toujours cette envie de la part des clients de découvrir et surtout se dépayser. Et Dubaï, donc, n'est pas la seule étape? Non, Dubaï n'est pas la seule étape. C'est le début d'une grande aventure. En objectif, nous avons Londres, nous avons New York, Miami, nous avons Riyad et beaucoup d'autres destinations. Maya Collection, donc, il y a de grandes ambitions. Merci infiniment, Richard Maria, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. On rejoint Frédéric Hélion pour un dernier point sur l'actualité. Frédéric, nous avons appris le décès de Claude Rosticher. L'ancien directeur honoraire de l'École supérieure d'art plastique s'est éteint avant-hier. Peintre emblématique de la principauté, Claude Rosticher était passionné par la nature qui a inspiré l'ensemble de ses œuvres. Parallèlement à son parcours artistique, il a dirigé le pavillon Bozio pendant près de 20 ans et s'était battu pour la reconnaissance officielle de l'établissement par le ministère français de la Culture. Un mot à présent sur cette exposition à la galerie AIAP. Spring is back. Venez découvrir les tableaux de Jean-François Gauthier à la galerie située au 10 quai Antoine Ier. Une exposition riche en couleurs avec comme thème principal la nature à découvrir tous les jours de 14h à 19h jusqu'au 27 mars. On passe à cet événement organisé par la Jeune Chambre économique de Monaco. La JCE proposait hier soir au Méridien une soirée, un mentoring destiné aux jeunes entrepreneurs, cadres ou salariés de la principauté.
Le mentorat est une méthode solidaire et bénévole d'apprentissage et permet de partager ses connaissances et compétences. 2 sessions sont prévues par an. Et on termine, Frédéric, par de nouvelles célébrations pour la Saint-Patrick. La mairie de Monaco a organisé une soirée pour célébrer la Saint-Patrick hier soir au marché de la Condamine. Une halle décorée aux couleurs de l'Irlande, des plats et boissons typiques du pays, une vraie ambiance celte en plein cœur de la principauté. Et après Patrick Timsit et Caroline Vigneault, c'était au tour de Jean-Luc Lemoine d'être sur la scène du Grimaldi Forum pour les Sérénissimes de l'humour. Le chroniqueur et humoriste y a présenté son tout dernier spectacle brut, sans concession, sans tabou et sans filtre. Anaïs Rieu l'a rencontré. C'est un spectacle très incorrect, très impoli, très libérateur surtout. J'aborde tous les sujets qui font l'actualité, c'est un spectacle très mouvant. L'idée c'est de s'amuser avec toutes les choses qui nous sont interdites aujourd'hui. Et puis passer un bon moment vraiment, mais vraiment dans la correction. Brut, parce qu'il n'y a pas d'artifice dans ce spectacle. Il n'y a pas d'effet lumière, il y a une belle lumière, mais le propos, c'est ça qui est le plus important. Et puis aussi, il n'y a pas de politesse, il n'y a pas d'introduction. Là, je ne peux pas trop en dévoiler, je ne peux pas spoiler, mais je saute du coq à l'âne entre les sujets et il y a une construction qui est très particulière. Je mets les pieds dans le plat à chaque fois. Je traite les sujets sensibles, mais sans prendre de gants. Et les gens qui m'ont connu uniquement à la télévision vont être très surpris parce que j'ai une liberté de ton que j'ai pas à la télé, parce que déjà c'est impossible de la voir. Je profite du fait que la scène soit un des derniers endroits où on a le temps d'être incorrect, de développer des idées. Quand je dis développer des idées, c'est parce que à la télé ou sur les réseaux sociaux, vous êtes vite scalpé, on prend une phrase hors du contexte et puis d'un seul coup, ça peut devenir un scandale. Là, je profite de la liberté d'expression qui m'est offerte sur scène. Et demain, nous reviendrons sur le plateau multi-artistes qui rassemblait notamment Jérémy Crédville. Avant de refermer ce journal, jetons un coup d'œil sur vos prévisions météo. Quel temps fera-t-il ce week-end, Frédéric ? Le ciel sera encore bien couvert samedi matin, mais les nuages se dissiperont dans l'après-midi pour laisser enfin réapparaître le soleil. Le vent soufflera toujours assez fort, les températures seront comprises entre 8 et 15 degrés. Samedi 19 mars, nous fêterons les Joseph. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Alors que la solidarité internationale s'organise autour du peuple ukrainien, nos photos de fin de JT ce soir reviennent sur l'action de la principauté au bénéfice des populations les plus vulnérables. Nous en parlerons demain à l'occasion de la réunion des ESI monégasques. Excellente soirée à tous et à demain sur Monaco Info.